Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'un des crimes les plus atroces du Japon. L'affaire Junko Furuta. Misato, préfecture de Saitama. Un quartier résidentiel japonais sans histoire. Des maisons basses, des enfants qui vont à l'école, des voisins qui se saluent poliment. Absolument rien ne laisse deviner qu'entre novembre 1988 et janvier 1989, l'un des crimes les plus atroces de l'histoire moderne du Japon se déroule ici, dans une maison habitée entourée d'autres maisons, et surtout au vu et au su de plusieurs adultes. Junko Furuta n'est pas une figure médiatique, elle n'est pas rebelle, elle n'est pas marginale. Elle est exactement ce que la société japonaise valorise. Sérieuse, discrète, travailleuse, respectueuse. Elle a 17 ans, elle rêve de terminer le lycée et de travailler. Le 25 novembre 1988, elle quitte son établissement à vélo. C'est la dernière fois qu'on la voit libre. Son ravisseur principal n'utilise pas la force brute au départ, il utilise la réputation. Il prétend appartenir à la Yakuza. Il prétend pouvoir faire disparaître sa famille. Dans le Japon des années 1980, cette menace est crédible. Junko ne crie pas, elle ne fuit pas, elle obéit. C'est l'un des aspects les plus glaçants de cette affaire. La peur sociale est plus puissante que les chaînes. La maison appartient à la famille d'un des agresseurs. Les parents sont présents, ils entendent des bruits, ils voient une adolescente qui ne sort jamais, mais ils choisissent de ne pas poser de questions. Pourquoi ? Peur de gang, refus de s'impliquer, pression sociale ou encore déni volontaire. Ce n'est pas seulement un crime individuel, c'est un échec collectif. Pendant 44 jours, Junko est coupée du monde. Il n'y a pas de fuite possible, pas de téléphone, pas d'alliés, pas d'écoute. Elle tente pourtant d'écrire, de demander de l'aide, de survivre. Chaque tentative, malheureusement, échoue. Ce que montrent les dossiers judiciaires, ce n'est pas seulement la violence, mais l'effacement progressif de son existence, comme si elle cessait peu à peu d'être considérée comme humaine. Des voisins entendent des cris, des enseignants s'inquiètent de son absence, la police est même alertée, mais relâche l'un des agresseurs lors d'un contrôle. Pourquoi ? Parce qu'il est mineur, parce qu'il ment avec assurance. Et parce que Junko n'est plus là pour parler. Chaque maillon de la chaîne échoue. Le 4 janvier 1989, le silence se brise. Une dispute interne conduit à la révélation. La police découvre les faits, ce qu'ils trouvent dépasse l'entendement et marquera durablement les enquêteurs eux-mêmes. Les coupables sont arrêtés, mais ils sont mineurs. Leurs noms sont d'abord protégés, les peines sont jugées scandaleusement légères par l'opinion publique. Certains sortiront de prison après quelques années. Pendant ce temps, la famille de Junko devra vivre avec l'irréparable, l'injustice et le silence. Cette affaire provoque un débat national sur la justice des mineurs, une remise en question du mythe de la société sans crime, une réflexion profonde sur la responsabilité collective, mais elle laisse aussi une question sans réponse. Combien de personnes auraient pu empêcher cela ? Junko Furuta n'est pas une histoire à sensation. Ce n'est pas une légende urbaine, ce n'est pas un récit pour frissonner. C'est un rappel brutal que le mal peut être banal, le silence peut tuer, et détourner le regard est parfois une décision fatale. Se souvenir de Junko, ce n'est pas regarder l'horreur, c'est refuser qu'elle recommence.